Les agents de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat dans les stations d'essence pour vérifier l'application de la mesure d'augmentation du prix du carburant de 75 francs CFA décidée hier. Vous entendrez aussi la réaction des automobilistes et surtout celle des transporteurs face à cette hausse avec en toile de fond cette question: les prix des titres de transport vont-ils augmenter? La hausse du prix de l'essence décriée par le SINAFI, le syndicat national des agents des finances, qui tenait son premier congrès ce matin, et on peut dire qu'il n'a pas été du tout tendre avec le gouvernement. Et puis, à Gourcy, le maire a été suspendu le 6 novembre dernier. Ses partisans sont descendus dans la rue. Conséquence, plusieurs actes de vandalisme perpétrés, une attitude condamnée par le ministre de l'administration territoriale. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Vous avez dû le constater dans les stations d'essence. Depuis ce 9 novembre, le carburant a augmenté de 75 francs CFA à la pompe. La décision prise hier en Conseil des ministres est entrée en vigueur à 0 heure. Mais comment est-elle appliquée? Eh bien, des agents de contrôle du ministère de l'Artisanat, du Commerce et de l'Industrie se sont rendus dans des stations pour des vérifications. Le point de Luc Pabelgem. Après l'augmentation du prix du carburant, les techniciens du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat sont au constat. À Ouagadougou, cette augmentation était censée entrer en vigueur depuis ce 9 novembre à 0 heure. Afin de s'assurer que les prix réels sont appliqués à la pompe, la brigade mobile de contrôle a fait le tour de quelques stations. L'objectif de cette sortie ce matin est de s'assurer que les prix, l'augmentation du prix du carburant à la pompe qui a été décidée hier en Conseil des ministres est effectif. Alors donc on est sorti pour vérifier cela. Au niveau de la pompe, effectivement, on remarque que c'est ce nouveau prix qui est affecté et qui est bien sûr affiché. Alors, et on est en train de vérifier les quantités, c'est-à-dire les index à l'ouverture, puisque cette augmentation devrait prendre effet à partir de 0 heure. Et donc à partir du 9 novembre 2018. Donc on est en train de vérifier effectivement si les index, c'est-à-dire les quantités qu'ils ont vendues, les index à partir du 8 novembre, les index à l'ouverture aujourd'hui et les index que nous sommes venus trouver actuellement. Et on va les demander un certain nombre de factures pour voir effectivement les quantités disponibles avec l'ancien prix avant l'entrée en vigueur du nouveau prix. Après contrôle de la régularité des quantités servies, des stocks disponibles avant augmentation, les gérants doivent envoyer les différents états afin que le trop perçu revienne dans les caisses de l'État. On a vérifié effectivement les quantités disponibles. Nous avons jaugé que ce soit le gasoil ou le super 91, on a vérifié les quantités disponibles. On va leur demander de nous communiquer les factures d'achat de ces carburants. On verra les quantités qui sont rentrées avant l'augmentation de ce nouveau prix pour essayer de calculer le prix-value. C'est-à-dire qu'en vendant avec le nouveau prix, il y aura un bénéfice qui sera quand même largement au-dessus quand ils vendaient avec l'ancien prix. Mais comme ils ont acheté avec l'ancien prix, on va dégager ce référentiel-là, c'est-à-dire cette différence en vendant avec le nouveau prix qui sera bien sûr reversée dans les caisses de l'État. Ces contrôles devront s'étendre dans les régions afin qu'aucune station d'essence n'aille au-delà des limites prescrites. En rappel, diesel et essence super 91 sont tous augmentés de 75 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. À Ouagadougou, par exemple, le gasoil passe de 526 à 601 francs CFA et le super de 602 à 677 francs CFA. Voilà, même augmentation donc pour le super et le gasoil, vous venez de l'entendre, 75 francs CFA. Eh bien, c'est trop et surtout brusque pour certains automobilistes, quand bien même d'autres comprennent la mesure et l'urgence de la situation. Luc Pabelgem pour le constat. Augmentation du prix du carburant décidée en Conseil des ministres ce 8 novembre et précaution des Ouagalais dans la foulée. La nuit, les stations sont prises d'assaut par motocyclistes et automobilistes. On fait le plein avant la hausse des prix du lendemain. Ce que nous demandons, de voir s'il veut faire l'augmentation, parce que comme ça, c'est trop choquant un peu. Comme c'est un truc qui disait plus, on ne peut rien dire pour le moment, mais on va prendre ça en compte, quoi. Voilà, essayer aussi de flatter les uns, 25 jusqu'à 3 mois ou 6 mois peuvent augmenter les 75 francs là. Mais tout ça, un coup comme ça, c'est pas facile. Ouais, c'est trop fort pour nous. Ah, la nous, la plus que générée, même en poche, nous allons prendre pour 50 000 ou 60 000 pour pouvoir circuler tout le mois d'abord avant d'agir encore, quoi. Jusqu'à minuit, les anciens tarifs étaient toujours affichés. Les gérants disent attendre la matinée pour changer.
Mais beaucoup sont loin d'apprécier cette décision qualifiée de brusque. Un tarif là. Mais en tout cas, c'est pas facile. Hein. Si les augmentations là, c'est trop. Si c'était 10 francs, 25 francs, c'est bon là. Jusqu'à 75 francs, il y a que Canada. L'augmentation des carburants, en tout cas, moi, bon, je remercie pour l'État pour cette décision. Parce que, selon les dits, ils ont dit que c'est pour avoir les moyens pour payer les nécessaires pour lutter contre les terroristes qui entendent mettre le pays en danger. Vraiment, moi, je félicite cette décision. Voilà, moi, je félicite. Le matin, ce sont des populations qui se réveillent difficilement. La pilule est amère pour certains. Aujourd'hui, nous sommes tous surpris de cette augmentation. Elle ne rencontre pas l'enchantement du peuple. Voilà, tout le monde partout se plaint. Avant même qu'on augmente, ce n'est pas facile. Nous, on s'attendait à ce qu'on baisse encore même le prix de l'essence, parce que quand même, on a un boom minier, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais on ne le ressent pas. Si vous augmentez le prix de l'essence, c'est-à-dire que même l'arachide à 50 francs, on ne pourra plus l'acheter. On va l'acheter à 100 francs, malgré que, bon, on dise que la récolte cette année était bonne et qu'on espérait réellement vivre dans de bonnes conditions. On augmente le prix de l'essence. Alors, vous voyez voir que les transporteurs vont vite. Bon, c'est augmenter les prix. Ceux qui vendent les marchandises qui amènent des localités vont augmenter. Donc, d'un coup, vraiment, ça va être doublement la misère qu'on va endurer. Pour d'autres, on comprend la démarche du gouvernement, même s'ils auraient préféré une application souple ou échelonnée. On sent que ça impacte sur nous, mais vu l'explication qu'ils ont eu à donner, on peut comprendre. Mais ce que moi particulièrement je ressens, c'est qu'ils ont augmenté ça brusquement. C'est un peu brusque selon moi. Ils auraient pu faire, c'est vrai que c'est la politique, mais s'ils faisaient un peu aussi, 25 francs, peut-être 6 mois après 25 francs, ça valait encore mieux que d'augmenter 75 francs du coup sur le litre. Pour nous, un étudiant comme moi, vraiment c'est pas facile. 75 francs du coup, c'est lourd pour des populations qui trouvent déjà cette vie chère pour que le carburant connaisse une telle augmentation. Le risque, ce sont les conséquences directes que cette hausse du prix du carburant pourrait engendrer, ne serait-ce que sur le secteur du transport et sur le prix des produits de grande consommation. Justement, une de nos équipes est allée interroger des transporteurs sur une augmentation possible des titres de transport. On écoute leur réponse. De toute façon, que le pays, là, ça ne va pas là. Il fallait, bon, penser à ça aussi, quoi. Sinon, ça ne va pas du tout. Oui, on peut augmenter. Puisque l'essence a augmenté, là, on peut augmenter aussi. Hein? Le ticket, oui, le ticket. Avec l'augmentation du prix du carburant, nous taximens allons plus souffrir. Déjà que le transport ne fait que 300 francs CFA. C'est un casse-tête pour les clients. Pourtant, avec la hausse, nous risquons d'augmenter de 100 francs. Donc 400 francs CFA peut-être, les clients vont se faire encore rares. Il faut qu'il diminue le prix du carburant. Sinon, nous aussi, on va augmenter le prix du transport. On est mécontent. Vraiment, on va agir. La hausse du prix du carburant et ses implications évoquées par le SINAFI à son tout premier congrès ce 9 novembre. Pour le syndicat national des agents du FEFINANCE, cette augmentation est la preuve que l'économie burkinabé est aux abois et que tous les indicateurs sont au rouge, selon ses propres termes. Le SINAFI qui se dit déterminé à attirer l'attention de l'État sur ses insuffisances tout en veillant sur la préservation des acquis des travailleurs. Rémi Lambert-Nébier. Le SINAFI, le syndicat national des agents des finances, c'est 6 ans de notoriété dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. À la base de plusieurs protocoles d'accord paraphés avec le gouvernement, le SINAFI s'estime être de nos jours l'un des syndicats les plus combattus pour son activisme. À ce premier congrès, il cherche donc à affûter ses armes. Vous voyez bien ces derniers temps que le gouvernement s'est mis dans une posture et de franchement lutter contre les acquis des travailleurs. Et lutter contre les acquis des travailleurs veut dire tout simplement lutter contre les travailleurs et lutter même contre
et le fondement même du syndicalisme au niveau du Burkina Faso et des libertés même au niveau du Burkina Faso. Donc au niveau de ce congrès, il était important pour nous de faire une halte, voilà, pour essayer de voir dans quelle mesure nous allons encore et davantage renforcer notre syndicat et voir dans quelle mesure maintenant nous allons projeter les futures luttes. Voilà. Le SINAFI, défenseur de la classe ouvrière burkinabé. Ce congrès est l'occasion pour les 75 délégués présents de dépeindre la situation nationale, notamment économique. Sur le plan économique, tous les indicateurs sont au rouge du fait de l'absence de politique réelle de développement. Les illusions que nourrissaient les uns et les autres par rapport à l'avènement du pouvoir MPP se sont troquées en un quart de tour, laissant apparaître une économie aux abois. Ce qui a conduit désespérément le gouvernement Paul Kabatibia, en général, et son éminent ministre de l'économie et des finances, Dame Adizatou Rosine Koulibaly, a demandé au FMI de mettre le Burkina Faso sous programme, en d'autres termes, sous perfusion. Et comme s'il fallait s'attendre, une augmentation du prix du carburant à la pompe a été décrétée par le gouvernement sans se soucier de la misère que vit déjà la population. Et cela sans compter les augmentations des prix des produits de première nécessité qui s'en suivront. Trop, c'est trop. À cela s'ajoute le prélèvement à la source des taxes de résidence sur les pauvres travailleurs, ce qui n'est rien d'autre qu'une trahison de l'esprit de l'insurrection populaire des temps du 31 octobre et un acharnement contre le mouvement syndical et tout le peuple entier, qui sont d'ailleurs fortement interpellés par cette décision du gouvernement. Au sortir de ce premier congrès, le SINAFI compte se doter d'une nouvelle instance dirigeante et de nouvelles méthodes de lutte syndicale. Hier, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat annonçait la création de commissions ad hoc pour apurer le passif sur les litiges fonciers dans les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. C'était au cours d'une rencontre avec des conseils municipaux. Aujourd'hui, ce sont les organisations de la société civile impliquées dans la lutte pour le droit au logement qui ont été reçues par Dieudonné Bonannée. Ils ont parlé du rôle des OSC dans ces commissions ad hoc. Alfred Thioyer. L'apurement du passif du foncier urbain, une ambition du gouvernement dont la démarche nécessite du tact. La ville de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou en particulier ne sont pas concernés par la levée de suspension partielle des opérations de lotissement ou de restructuration. La sensibilité de la question du lotissement dans ces deux villes a conduit à la création de commissions ad hoc devant traiter du sujet sans état d'âme. Le rôle des OSC est vivement sollicité. 2 représentants par secteur devront siéger au sein des commissions. Ce que nous souhaitons, il faut que vous jouez votre rôle d'observateur neutre, impartial au sein des commissions ad hoc. Il faut également, vous désignez des représentants là, il faut qu'ils se présentent effectivement aux sessions de la commission ad hoc. Ne désignez pas des fainéants. Voilà. On veut des gens qui ont le temps, qui viennent assister, qui viennent contribuer. Voilà, il faut qu'on soit clair sur cette question. Voilà. Ensuite, nous voulons des gens qui viennent également pour apporter des contributions positives. Voilà. La commission ad hoc, là, ce n'est pas un champ de bataille. Un exposé on ne peut plus clair, mais des préoccupations demeurent. Nous avons eu plusieurs rencontres de ces gens, mais par la suite, il n'y a pas eu de résultat. Donc, nous les OSC, en tout cas ce qui concerne Yangtianga, nous sommes prêts pour accompagner le gouvernement, mais nous souhaiterons que tout ce qui vient d'être dit ici soit vraiment, en tout cas, une dernière mise en place d'une commission concernant l'apurement du passif du foncier urbain. Alors, je voudrais profiter de demander quels seront les mots de dissuasion des OSC. Parce qu'il y a plusieurs OSC et généralement nous sommes confrontés, je ne sais quoi, qui fait que ça pose problème. Donc, nous demandons que les textes viennent à temps, que nous soyons au courant des textes à temps, pour qu'on essaie de s'organiser
pour qu'il n'y ait pas un désordre. Parce que si ça commence avec un désordre, ce n'est pas sûr que ça se termine bien. Donc moi, mon inquiétude, c'est ça seulement. L'ensemble des préoccupations ont trouvé réponse. Ce cadre d'échange participe d'une démarche participative. L'apurement du passif du foncier urbain est l'une des recommandations à l'issue de l'enquête parlementaire réalisée en 2016 sur le foncier urbain au Burkina Faso. À présent, des nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015. Au 4e jour de son audition, le commandant Abdulaziz Korogo clame toujours son innocence quand la partie civile l'accuse de faire de la rétention d'informations. On écoute les précisions de Roméo Koeta. Après sa narration des faits lors de sa première comparution, nous l'avons dit, la plupart des parties du procès ont félicité le commandant Korogo pour, disent-ils, la constance de ses propos. Après 4 jours de débats contradictoires, la position de certains avocats de la partie civile semble avoir changé. Maître Farama, en l'occurrence, pense que le commandant Korogo fait de la rétention d'informations. Sur la question, par exemple, de savoir qui a donné l'ordre d'arrêter les autorités de la transition, le commandant Korogo se contente de dire qu'il n'a pas donné d'ordre sans véritablement citer de nom. Ce qui fait croire à Maître Farama, avocat de la partie civile, que l'auditionné ne dit pas tout. Il fait une forte rétention d'informations parce qu'il sait bien quels sont ceux qui sont à l'origine de ce coup, quels sont ceux qui ont séquestré les autorités de la transition pendant ces faits-là, mais qu'il tente de lui s'en sortir tout en gardant les honneurs, tout en gardant donc en faisant une bonne impression vis-à-vis de ses collaborateurs. Ce qui pour moi est un jeu d'équilibrisme assez dangereux pour lui. Il a été aussi reproché au commandant Korogo de n'avoir pas exercé son autorité lorsqu'il le fallait. Aux premières heures de l'arrestation des autorités de la transition, la hiérarchie militaire aurait demandé au général Gilbert Diendéré de les libérer. Maître Farama demande alors à l'accusé pourquoi lui, qui était chef de corps du RSP en ce moment, n'a pas fait exécuter cette décision de la hiérarchie militaire. L'auditionné répond qu'il n'aurait pas pu faire exécuter cette décision par des hommes qui ne le reconnaissaient plus comme chef. Pour son avocat, son client a juste fait ce qui était bien en ce moment. Mais attendez, quand on vous dit que vous êtes le chef dans l'armée, ça veut dire que vous comptez sur des hommes. Mais à partir du moment où vous n'avez plus la certitude de pouvoir compter sur ces hommes, vous n'avez pas la force. À partir du moment où ces hommes ont pu intervenir sans vous rendre compte, sans votre ordre, mais bien évidemment, est-ce que vous pouvez aller donc, et avec qui d'ailleurs, contre ceux-là qui ont agi? Donc moi je pense que c'était un peu anachronique. Le commandant Korogo a demandé à l'accusation de tenir compte du contexte et de ne pas simplifier les événements du putsch. Si la crise avait été aussi simple, elle aurait été résolue en 24 heures, dit-il. Son audition se poursuivra le lundi 12 novembre prochain. Direction la commune de Gourcy, où la population est sortie en colère dans les rues après la suspension du maire. Plusieurs biens ont été détruits. Le corbillard communal a été même vandalisé. Des actions condamnées par le directeur de l'administration territoriale au cours d'un point de presse cet après-midi. On écoute les explications d'Abdulaziz Sarré et de Rémi Lambert-Nébier. Voici les actes de vandalisme perpétrés par une partie de la population de Gourcy le 8 novembre dernier et rapportés par l'observateur Palga. Elle protestait contre une mesure de suspension de la main Kadidia Traoré, dont il qualifie de sans fondement. Mais ce 9 novembre, le directeur de l'administration territoriale donne quelques précisions sur cette mesure de suspension. Le 30 juillet 2018, une motion de défiance a été introduite à l'encontre de Madame le maire de la commune de Gourcy. Le conseil municipal de Gourcy en rappelle, compte 94 membres, et c'est 67 conseillers municipaux qui ont introduit cette motion de défiance. Selon Idrissa Kwanda, cette motion de défiance donne obligation à Kadidia Traoré de tenir une session extraordinaire pour examiner la motion, ce qui n'a pas été fait, dit-il. Le maire de la commune de Gourcy a refusé de convoquer la session extraordinaire devant examiner
la dite motion de défiance. Donc, au regard de tout cela, l'autorité de tutelle, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, a pris un arrêté juste pour suspendre le maire de la commune de Kousi afin de, je le dis bien, sanctionner la faute grave qui a été commise. Faute grave, en l'occurrence, le refus de réunir le conseil municipal qui fait partie des 10 fautes graves. Les manifestants, dans leur colère, ont fermé les locaux de la mairie et ont détruit le corbillard communal qui était garé sur les lieux. Un acte que le directeur de l'administration territoriale condamne. Non, nous condamnons cela. C'est dommageable dans le cadre de la conduite du processus, dans le cadre de la conduite de la gestion des affaires locales. Mais il faut regarder en amont la cause. C'est un peu cela. Nous condamnons tout cela. Selon le directeur de l'administration territoriale, la suspension n'est pas une révocation. Elle a une durée de rigueur de 3 mois et peut être levée avant ce délai. Plusieurs jeunes venus de la sous-région sont en réunion à Ouagadougou pour 72 heures. C'est une rencontre initiée par le réseau des jeunes pour l'intégration africaine. Ils réfléchissent sur le rôle de la jeunesse dans la recherche de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest. Madina Sinou. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Sénégal et le Niger, voici les pays de provenance de ces jeunes réunis ici à Ouagadougou à l'occasion de la première édition des Journées de l'intégration africaine. Cette initiative du réseau des jeunes pour l'intégration africaine vise à jeter les bases d'une réelle intégration des peuples africains. Nous avons organisé cette journée parce que nous partons du postulat que sans l'intégration africaine, l'Afrique ne peut pas émerger. Et étant installé ici à Ouagadougou, nous voulons à travers cette journée conscientiser la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse ouagalaise sur les enjeux de l'intégration africaine. Nous voulons offrir un espace de communication à la jeunesse pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir sur comment nous pouvons prendre réellement en main cette thématique de l'intégration africaine et faire que cela devienne une réalité. Au total, 300 jeunes vont réfléchir sous le thème « Intégration africaine », enjeux et défis pour la jeunesse en vue d'une Afrique sans frontières. C'est un thème qui est d'actualité, c'est un thème qui touche au cœur même de l'organisation de notre ministère. Donc on se devait d'être au côté de ces jeunes-là. Comme je le disais tantôt dans le speech du ministre, on ne peut pas construire l'avenir de l'Afrique, l'intégration africaine en dehors de la jeunesse. Donc pour cela, nous les encourageons, nous les félicitons pour ce choix-là. Plusieurs activités, dont un panel et une soirée de l'intégration, vont marquer ces 72 heures de partage et d'échange. Et pour terminer, les lauréats du concours inter-établissement dénommé My Green School ont été récompensés. Leur projet Zéro ordure dans mon établissement a remporté le premier prix de cette compétition organisée par l'entreprise Vivo Énergie. Madina Sinou. Avec son projet Zéro ordure dans mon établissement, le lycée municipal Bénégré a remporté le 25 mai dernier le concours inter-établissement My Green School. Le projet Zéro ordure dans mon établissement a consisté d'abord à montrer aux membres du jury les problèmes de l'environnement de notre lycée. Et nous, en voyant tous ces problèmes, nous avons décidé de faire quelque chose pour résoudre tout cela. C'est pour cela que nous avons mis en place le projet Zéro ordure dans mon établissement en faisant d'abord un résumé de ce que nous allions faire et aussi une pièce de théâtre qui nous a montré tous les méfaits de la pollution de l'environnement. 6 mois après cette victoire, Vivo Énergie Burkina, initiatrice du concours, honore ses promesses, parmi lesquelles l'aménagement de l'aire de vente du petit marché et la construction de 5 latrines ventilées. Donc nous essayons autant que possible de primer les écoles sur la base de leurs besoins exprimés. Donc pour que en fait, l'eau qu'ils gagnent soit un lot utile. Donc je suis sûre que le Vénégré est en train de se préparer, mais je suis également certaine que les autres écoles ne se laisseront pas faire cette année. Le jeu concours My Green School, qui a connu la participation de 10 établissements de la région du centre, vise la promotion de l'excellence et d'une culture éco-citoyenne
en milieu scolaire. En tant que ministre de l'Environnement, au-delà du concours, c'est l'esprit éco-citoyen qui a été cultivé au niveau des élèves qui est important. Aujourd'hui, pour nous, faire de l'éducation environnementale la base, également au niveau de la formation, afin d'inculquer dès la base, bien sûr, comme je disais tantôt, un comportement éco-citoyen au niveau de nos enfants, au niveau des lycées et collèges. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté. Vivo Énergie Burkina est une entreprise citoyenne qui place l'environnement, l'éducation et la sécurité routière parmi les domaines prioritaires de sa responsabilité sociale. C'est dans ce sens qu'elle a lancé le 9 avril dernier la première édition du concours inter-établissement My Green School ou Mon École Verte. La deuxième édition est prévue en 2019. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de votre fidélité tout au long de cette semaine durant laquelle j'ai été accompagné par le réalisateur Alain Couriol et toute son équipe que je tiens à remercier. Demain, vous retrouverez Aubin Guébré pour le 19h30. Mais avant, tout à l'heure à 21h, c'est le Sport Time avec John William Samba.